Bonjour Clémence Goutet. Bonjour. On commence avec cette lettre d'Emmanuel Macron adressée aux Français. C'est dans toute la presse quotidienne régionale aujourd'hui pour les législatives. Il charge, il pointe notamment le nouveau Front populaire qu'il rebaptise LFI et ses alliés. Et il estime que vous refusez la clarté sur la laïcité et sur l'antisémitisme. C'est comme ça qu'il vous pointe. Est-ce qu'il ne met pas le doigt sur des points de divergence avec vos autres partenaires? Cette lettre, c'est vraiment le président de la République qui a dit je dissous, après moi le chaos, on verra bien, et qui se rend compte que c'est le chaos. Donc oui, et là aujourd'hui, il dit aux gens, il y a un incendie, votez pour les pyromanes. Les pyromanes, c'est la Macronie, parce que on est dans cette situation avec une extrême droite qui peut prendre le pouvoir par les urnes pour la première fois dans l'histoire de notre pays, parce que Monsieur Macron, la Macronie en général, a été un marchepied de l'extrême droite. Mais il affirme que vous manquez de clarté sur la laïcité, sur l'antisémitisme. C'est vrai que tous les partenaires, notamment vos partenaires socialistes, n'ont pas la même position, notamment sur l'antisémitisme. On a exactement la même position sur ces questions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi. Donc c'est plus résiduel dans le pays, l'antisémitisme. Ce sont les mots de Jean-Luc Mélenchon, c'est plus résiduel. Les actes antisémites, mais de haine de manière générale, islamophobes également, ont explosé dans ce pays. Pourquoi ? Parce que quand on a une extrême droite qui a 35% et qui joue sur la haine, la division du peuple français, évidemment, ça se ressent aussi dans les agressions, les violences que peuvent subir les gens. Ça, on l'a toujours dit. On a réussi, madame, à se mettre d'accord sur un programme qui contient notamment des mesures de lutte contre toutes les formes de racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, l'antiziganisme, la négrophobie, toutes ces formes de division et de haine qui n'ont pas leur place dans nos combats et dans nos luttes. Nous sommes à gauche, nous avons un engagement de toujours dans la lutte contre le racisme sous toutes ses formes. Donc nous sommes extrêmement clairs et laissez-moi vous dire que nous n'avons pas de leçons à recevoir de Monsieur Macron qui renvoie dos à dos l'extrême droite et le nouveau Front populaire dans ce pays. Et je veux dire que c'est aux macronistes qui vont devoir s'expliquer sur la suite de ce scrutin, parce que Prisca Thévenot, qui est par exemple porte-parole du gouvernement, a dit il faut faire barrage au nouveau Front populaire. Donc nous voyons là leurs priorités, nous sommes lucides. Ce week-end, Jean-Luc Mélenchon a déclaré son intention de gouverner le pays. Donc il est candidat clairement à Matignon. Or personne d'autre, que ce soit ni les écologistes, ni les communistes, ni les socialistes, ne le veulent le voir en Premier ministre. Alors, nous avons dit que nous allions prendre les problèmes un par un. Aujourd'hui, nous avons un programme de 150 mesures pour le pouvoir d'achat, pour les services publics, pour la bifurcation écologique, parce que le changement climatique... Oui, mais on voit Jordan Bardella, on voit Gabriel Attal, chacun son Premier ministre. Chez vous, c'est qui ? Madame, Jordan Bardella, il a 8 mesures d'urgence. Donc je pense que les médias et les Français de manière générale devraient s'intéresser à son programme. Mais il est candidat, Jean-Luc Mélenchon, pourquoi pas le dire clairement ? J'y arrive, madame. Mais Jordan Bardella, il dit « Je ne bloquerai pas les prix. Je ne ferai pas l'abrogation de la réforme des retraites. Je vais assouplir l'ISF parce qu'il ne faudrait pas effrayer les trop riches. Je vais supprimer l'aide médicale d'État, qui est une aide pour la santé. » Donc le programme de monsieur Bardella, je pense que c'est un sujet auquel... Jean-Luc Mélenchon, excusez-moi, je reviens à Jean-Luc Mélenchon. François Hollande, il dit qu'il faut qu'il se taise. François Hollande, il dit Jean-Luc Mélenchon doit se taire. Que François Hollande devrait écouter ses propres conseils, les conseils qu'il prodigue, ce serait intéressant. Jean-Luc Mélenchon a dit « Je ne m'impose pas, mais je ne m'exclus pas ». C'est une formule qui est respectueuse de tous les partenaires et nous avons décidé une méthode, c'est que quand nous aurons gagné, le groupe majoritaire à l'Assemblée nationale décidera en son sein. C'était une proposition de monsieur Olivier Faure, qui est socialiste. Oui, mais il y en a plein sur qui Jean-Luc sont pas Mélenchon, d'accord. Parce que ça vous intéresse, et ça m'intéresse également de le dire. Jean-Luc Mélenchon a l'honneur, mais aussi un lourd devoir, parce que c'est difficile de marcher devant depuis des années. Et pour ça, moi je le remercie, et beaucoup de gens dans ce pays. Vous voyez bien aussi les crispations au sein de la gauche. C'est un épouvantail, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, au sein de parmi vos partenaires. Et chacun des gens un paratonnerre ou un épouvantail qui veulent marcher quand on entend Fabien Roussel qui affirme qu'une éventuelle... Si ma réponse ne vous intéresse pas, je ne vous la fais pas. Je termine, mais parce que vous me refaites tout le match. Vous me dites que Jean-Luc Mélenchon il est en pointe. Or, il est quand même détesté en son camp. Clémentine Autain, elle dit il faut pas que ce soit lui. Fabien Roussel, elle dit qu'une éventuelle entrée à Matignon n'a jamais fait l'objet d'un accord du 22% à l'élection Front populaire. Oui, mais on est 2 ans plus tard. D'accord, mais Jean-Luc Mélenchon est une figure qui clive, mais qui hier encore à Montpellier a rassemblé 1000 personnes. Donc pour vous, c'est le meilleur candidat. Je dis aux autres,
de faire la même chose et de faire mieux, comme leur a dit de faire Jean-Luc Mélenchon en 2022. Et par ailleurs, je veux le dire, nous avons besoin de têtes dures. Nous avons besoin de gens qui tiennent bon. Raphaël Glucksmann, est-ce que ça serait un bon candidat, Raphaël Glucksmann? Une partie de plaisir quand il y aura les marchés financiers contre nous, quand il faudra tenir bon sur la paix sur Raphaël le continent Glucksmann, européen. je vous pose une question simple. Il est le préféré des Français, 27% dans le baromètre Ipsos pour la Tribune dimanche. Il est bien devant Jean-Luc Mélenchon qui a 20%. Est-ce que ce serait un bon Premier ministre? Est-ce que vous êtes d'accord, Madame Bouilleguet, pour dire que parmi les Français, il y a donc des Français de droite, il y a donc des Français qui ne votent pas à gauche? Je n'ai pas d'intérêt. Non, mais vous répondez pas à ma question. Si, au-delà de ça, est-ce que c'est un bon candidat? Pas développer mon propos. J'ai bien compris que Jean-Luc Mélenchon c'est un bon candidat, mais est-ce que Raphaël Glucksmann il a aussi ses chances et vous dites pourquoi pas lui? Je pense que nous aurons cette discussion collective en temps utile, mais je veux dire aussi que le Premier ministre de la gauche ne sera pas choisi par les Français de droite. Il sera choisi pour tenir bon sur un programme de rupture que nous avons négocié pendant des semaines et des semaines. Et juste sur 150 mesures pour changer la vie des gens. Juste sur la manière dont ça va se dérouler, donc le groupe majoritaire, a priori ça devrait être les Insoumis, proposeront un nom qui sera sans doute celui de Jean-Luc Mélenchon. Et bien, on discutera, madame. Tout le monde vote. On discutera. Mais je suis sûre que notre programme vous intéresse également, puisqu'on est encore une semaine pour convaincre les électeurs d'aller voter le 30 juin et le 7 juillet. Tout le monde vote après. Non, on ne rajoute pas des clauses de fonctionnement. On discutera. Prenons les choses dans un ordre. Donc, crédible. Vous allez proposer un nom. Aujourd'hui, nous sommes le seul mouvement politique dans ce pays, le nouveau Front populaire, à avoir 150 mesures ambitieuses, à dire aux gens ce qu'on va faire quand on va gouverner et à l'avoir chiffré entièrement en partageant les richesses, en prenant les super profits, en refaisant un ISF. Et je veux dire, le fond de cette affaire doit vous intéresser. Oui, pas seulement ça m'intéresse, le nom mais qui va surgir. Donc, j'ai toujours pas compris comment vous désignez à la fin votre Premier ministre. Vous verrez, madame. Donc, est-ce qu'il y aura un vote de tous les partenaires? Je crois que les Français se fichent de savoir qui va signer le décret. Non, c'est important pour les Français de savoir si ça va être Gabriel Attal, Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, François Ruffin. C'est quand même important, non? Juste, je veux comprendre la méthode. C'est pour ça que je m'obstine un peu. Moi, je vous dis que notre méthode n'est pas celle d'un homme providentiel comme Monsieur Bardella, qui visiblement... Donc vous me dites que les autres partenaires, ils vont pas voter, les socialistes vont pas voter. Une de mes réponses. Mais oui, mais je comprends pas votre système en fait. Parce que nous discutons, parce que nous sommes la gauche, parce que nous sommes une équipe, parce que nous sommes un collectif, et que donc non, nous n'avons pas la même méthode que la Macronie ou que l'extrême droite qui a choisi en son sein un homme qui supposément saurait mieux que tout le monde. Voilà, nous avons la chance d'avoir énormément de figures populaires qui tiennent bon depuis des années. Jean-Luc Mélenchon en est une, et il y en a d'autres. On a bien compris. Voilà. Vous m'avez parlé de votre programme tout à l'heure. Donc effectivement, le SMIC à 1 600 €, l'indexation des salaires sur l'inflation, le blocage des prix, l'abrogation de la réforme des retraites, etc. Donc 125 milliards, ça c'est le chiffrage? Non. Mais je vais vous le préciser, c'est 25 milliards la première année, on arrivera à 100 de dépenses supplémentaires au bout de 2 ans, on arrivera à 150 au bout de 3 ans, et ça continuera d'augmenter. Et je vais vous dire, c'est finançable, parce que c'est ça votre question juste après, je présume. C'est finançable par des hausses d'impôts. C'est finançable par des hausses d'impôts pour les plus riches, parce que toutes les personnes qui touchent moins de 4 000 € net mensuels, c'est-à-dire 9 Français sur 10, une majorité des gens dans ce pays survivent, ils ne vivent pas. Ceux-là verront leurs impôts diminuer, s'améliorer, ce sera plus facile de vivre avec nous. Et par ailleurs, j'ajoute à ça des mesures sociales, le blocage des prix, parce que les Français sont étouffés par l'inflation, l'augmentation des salaires avec le SMIC à 1 600 €, l'abrogation de l'odieuse réforme des retraites de M. Macron, pour que les gens qui ont eu des métiers si difficiles, que visiblement plein de dirigeants politiques de ce pays ne connaissent pas, puissent partir à la retraite tôt. Et nous continuerons, et c'est finançable, et je vais vous dire comment, parce que les riches, sous Macron, pendant 7 ans, se sont enrichis de manière odieuse. C'est pas normal que dans notre pays, on ne puisse pas partager les richesses. Donc on fera un ISF, ça va rapporter 15 milliards. Une taxe sur les super profits des multinationales qui sont polluantes, qui cassent les droits sociaux des gens, ça c'est 15 milliards supplémentaires. Les niches fiscales polluantes, c'est 25 jusqu'à 60 milliards supplémentaires. Après, on peut augmenter les cotisations des plus riches, on peut faire l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. On arrive à financer tout ça, vous voyez, avec des mesures qui sont justes. On verra ça. Merci beaucoup Clémence Guettet, bonne journée à vous. Merci. Si Alix, on vous retrouve à 8h10 pour votre édito politique. On reviendra notamment, et dans le journal de 8h aussi, sur cette lettre aux Français écrite par Emmanuel Macron hier soir.